Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Cette vidéo présente un tuto pour analyser les données des employés en utilisant SQL. Tout d'abord, nous commençons par examiner les données sur les employés qui sont notoirement difficiles à analyser compte tenu de leur structure. Nous utilisons SQL pour ce projet. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je me présente, je m'appelle Ibtissam. Je publie des vidéos liées à la science des données et le big data en général et parfois des tutos de la sécurité informatique. Si vous êtes intéressé par ce contenu et vous voulez recevoir mes nouvelles vidéos, je vous invite à souscrire sur ma chaîne et activer la cloche pour ne pas louper aucune de mes vidéos. Maintenant, plongeons-nous dans ce cours. Allons-y. Dans cette vidéo, on se focalise uniquement sur l'utilisation de SQL. Nous allons analyser les données des employés. Nous examinons la structure de la base de données des employés qui est assez différente de ce que vous avez l'habitude de voir. Ensuite, nous allons voir comment l'interroger car encore une fois, étant basé sur la structure, il existe une manière spécifique pour lancer des requêtes à la base de données employés. Ensuite, nous examinerons comment sérialiser cette analyse pour qu'elle soit plus rapide. Pour cette vidéo, nous allons commencer par importer les fichiers CSV de notre base de données vers le système de gestion de base de données de notre choix. Ici, j'utilise la plateforme DataWorld. La première chose que nous allons faire est de créer un projet. Donc, je clique sur New, je choisis un objet et je le nomme Analyse SQL. Maintenant que j'ai créé le projet, je peux importer les fichiers CSV. Je clique sur Upload Files et je choisis Upload from Computer. Je choisis le fichier CSV que je souhaite importer. Je sélectionne le fichier employees.csv et je garde la même configuration par défaut. Vous pouvez voir que le processus s'est effectué avec succès et les données sont importées avec succès. Je fais la même chose pour le fichier Dates. Vous pouvez voir qu'on a ici les deux fichiers et on peut commencer à exécuter nos requêtes et proposer nos analyses. Examinons maintenant les concepts qui sous-tendent nos données sur les employés. Voyons d'abord la structure des données. Maintenant, un schéma étoile est la manière typique d'organiser les données dans ce qu'on appelle Data Mart, parfois traduit en magasin de données ou comptoir des données. J'y reviendrai ici sur comment cela se rapporte, mais aussi la chose dont nous n'avons pas parlé est la clé de l'ensemble des données employées. Ce sont ce qu'on appelle des dimensions à évolution lente ou Slowly Changing Dimension SCD. C'est une façon de structurer vos données de dimensions dans votre schéma en étoile afin que vous puissiez suivre l'historique. Une bonne raison de le faire est si vous vouliez voir combien d'employés actifs vous aviez à une date donnée dans le passé. Eh bien, vous auriez besoin d'une méthode de suivi de cela. Et une dimension à évolution lente est l'excellent choix. Si vous en souvenez, un schéma étoile commence par le sujet. Dans ce cas, nous examinons les ventes ou sales. Ensuite, attaché à ce sujet, vous avez le contexte. Celles-ci sont appelées les dimensions telles que Product, Territory, Time, Employee et Customer. Chaque dimension vous permet d'analyser le sujet d'une certaine manière différente. Par exemple, Sales par Product ou bien Sales par le temps, comme par exemple les ventes par mois, par trimestre et par année. Ainsi, toutes ces différentes dimensions nous permettent d'avoir une perspective et une façon d'analyser nos données grâce à notre schéma star ou bien étoile. Maintenant, notre table, comme je l'ai déjà mentionné, est aussi une dimension qui change lentement comme la table d'employés. Parce que les employés changent de manager en manager. Ils changent de territoire en territoire et ils vont et ils viennent.
ils sont embauchés et ils se font virer. Pensons donc rapidement au cycle de vie d'un employé dans une entreprise. Ils seront embauchés, ils commenceront à travailler, ils seront promus, ils commenceront à travailler dans ce rôle et puis ils seront séparés par une raison quelconque. Ils quittent l'entreprise peut-être ou ils créent leur propre entreprise, qui sait. Mais il est très courant que vous vouliez remonter dans le temps et regarder quelque chose lié aux employés à une date donnée. Et la seule façon de vraiment le faire de manière appropriée est d'utiliser les données historiques pour suivre le changement qu'un employé subit au cours de son mandat dans l'entreprise. Voici l'exemple d'un tableau que nous pouvons parcourir pour voir exactement comment cette structure de données fonctionne généralement. Tout d'abord, nous avons juste une ligne. Disons que nous avons le numéro d'enregistrement 1 qui est juste un identifiant incrémentiel. L'identifiant de l'employé est une constante car on aura plusieurs enregistrements ici. Le nom, le poste, la date du début et une date d'arrêt. Et si la ligne que nous regardons dans notre table est la ligne actuelle. C'est un indicateur qui est souvent utilisé simplement pour faciliter les requêtes afin que vous n'ayez pas en arrière et à essayer de déterminer lequel est le plus récent dans notre ensemble de données. Ensuite, lorsque cet employé change de poste, il obtient un nouveau record. Maintenant, leur position est différente et aussi la date de début. Maintenant, nous avons passé à autre chose. Ce premier enregistrement doit être mis à jour et le nouveau doit être mis à jour. Nous avons donc mis à jour la date de fin pour que le premier poste qui correspond à la date de début du deuxième poste. Et on a aussi changé la valeur du courant, l'indice de 1 à 0. Puis, la valeur courante dans ce deuxième enregistrement sera égale à 1. De cette façon, lorsque nous interrogeons notre table, si nous voulions voir les employés qui étaient des ingénieurs à un moment donné, nous pouvons utiliser la date de début et de fin dans le cadre de nos calculs de requête. En continuant, cet employé devient directeur. Il a une nouvelle promotion de travail. Et nous faisons la même chose. Nous ajoutons la date d'arrêt et nous mettons à jour le drapeau actuel. Et nous continuons à le faire jusqu'à ce que nous ayons l'enregistrement le plus récent. Une bonne question pourrait être: pourquoi faire cela? Pourquoi est-ce important? Cela semble être beaucoup de travail et vous avez raison. C'est beaucoup de travail. Mais si vous voulez répondre à des questions comme combien d'employés actifs avions-nous au 1er janvier 2010, vous avez besoin d'une structure de données similaire à celle-ci afin de pouvoir répondre à cette question. De même, si vous voulez voir combien d'employés vont et viennent et quel est le nombre total actif par mois, encore une fois, vous avez besoin d'un historique de la date de fin et de début que nous avons vu dans le tableau précédent. Donc, bien que ce soit plus de travail à gérer, surtout si vous êtes data engineer, le traitement de tout ça peut devenir assez complexe, mais c'est extrêmement précieux. Et c'est pour ça que j'ai choisi cet exemple, car une fois vous maîtrisez cela, en quelque sorte, tout le reste à partir de là ne deviendra pas beaucoup difficile. Et c'est pourquoi je voulais que ce soit un bon exemple à apporter lors d'un entretien ou simplement à apporter à votre équipe comme une nouvelle façon de faire les choses pour vous aider à approfondir votre compréhension de data warehousing et comment vous pouvez l'utiliser pour avoir les meilleurs résultats pour votre entreprise. Maintenant, nous allons commencer à pratiquer avec nos données et répondre à des vraies questions commerciales. Ces questions seraient excellentes pour que vous saisissiez simplement les concepts et que vous puissiez les présenter dans une interview ou même à une équipe que vous cherchiez d'aider, grosso modo, à atteindre leur objectif quel qu'il soit. Allons-y.
La première question à laquelle nous allons répondre est combien y a-t-il d'employés actifs à une date donnée? Et si vous vous souvenez, notre ensemble de données pour nos employés est assez intéressant. C'est probablement différent de ce que vous aviez l'habitude de voir. Nous avons notre numéro d'enregistrement qui est une sorte de clé primaire à incrémentation automatique et un identifiant unique pour chaque ligne. Ensuite, on a l'identifiant employé, nous l'appellerons une clé métier ou clé naturelle. C'est quelque chose qui est en fait lié à l'objet, quel qu'il soit. Dans le cas d'une personne, on a un nom, un poste, les dates de début et de fin, et puis bien sûr, le drapeau actuel, ce qui va servir à filtrer toutes les données historiques et se focaliser sur les enregistrements actuels. Donc, ce que nous devons faire, c'est trouver des personnes qui étaient actives compte tenu une date entre la date de début et de fin. Ce sont donc deux champs clés dans notre requête ici. Maintenant, je vais passer à DataWord pour construire et exécuter la requête sur notre jeu de données. Donc ici, sur DataWord, si vous avez suivi le cours depuis le début, vous aurez un projet appelé Analyse SQL. Ce projet a deux tables, la table Dates et les données des employés. Vous trouverez les deux fichiers CSV sur mon répertoire GitHub. Téléchargez-les et importez-les sur DataWord. Vous aurez aussi les requêtes que nous allons construire à la fin de cette vidéo. Donc, on va aller à l'éditeur des requêtes que nous trouverons ici. Cela amène à une page où vous pouvez simplement exécuter des requêtes. Donc, sur le côté droit, nous avons ici les données de la table, ou bien plutôt les colonnes. Vous pouvez voir la clé des employés, Employee Key, comme je l'ai mentionné. Puis, vous aurez d'autres types de valeurs de clés. Faisons juste une simple requête ici, comme Select Star from Employees. Lorsque j'appuie sur Exécuter ou bien Run Query, vous pouvez voir les données réelles renvoyées ici. Nous avons donc 296 résultats. C'est le nombre total de lignes que nous avons. Vous pouvez télécharger ou exporter les données ou enregistrer comme une autre base de données. Voici votre clé employé parent ou bien Parent Employee Key. C'est la clé du patron de l'employé. On a aussi Sales Territory Key, First Name, Last Name, etc. Title, Hire Date, Birth Date. La date d'embauche ou Hire Date est donc une date clé que nous allons utiliser. Nous allons devoir l'examiner. On a aussi Birthday, Login ID, Email Address, etc. Nous allons parcourir les colonnes jusqu'à ce que nous trouvions les dates que nous cherchons. Nous avons donc Start Date et End Date, donc comme je l'ai mentionné précédemment. Dans l'ensemble de données d'employés, on a généralement une date de début et une date de fin. Notez que la date de fin est vide ici. Maintenant, ce concept dans les bases de données est connu sous le nom de valeur nulle. Ce n'est pas la même chose que vide ou zéro ou une valeur réelle. Il n'existe tout simplement pas. Donc, nous traitons cela en utilisant le terme nul. Ça veut dire qu'il n'existe pas tout simplement. Donc, nous traitons ces valeurs comme nulles, ce qui signifie essentiellement aucune donnée, aucune valeur réelle, ni stockée. Donc, vous pouvez voir ici, nous avons une date de début. C'est à ce moment-là que cette personne a commencé ce poste. Et vous pouvez alors voir où se trouve la date de fin. S'il n'y a pas, alors ils sont toujours dans cette position. Il y aurait donc une date de fin, puis une ligne suivante avec cette même personne avec une nouvelle date de début. Allons-y, faisons un peu plus et voyons simplement le type de plage de date globale. Donc, je vais taper min start date et je vais appuyer sur virgule
FR Max. Start date. Donc cela me dira simplement la plage des données pour la colonne Start date. Et vous allez voir la plage des dates pour la colonne Start date. D'accord. Donc c'est ça notre domaine. Jusqu'à quel point notre ensemble de données s'étend au point de vue de la date de début. Jetons un coup d'œil maintenant et voyons combien de personnes ont commencé par mois. Donc, je vais supprimer ceci et je vais dire select month. C'est une fonction qui enverra le numéro de mois d'une date donnée. Donc, vous saisissez la start date. Donc, si la date était janvier, la fonction va retourner 1, février 2, etc. Ensuite, je vais utiliser la fonction similaire pour l'an, qui est year. Et encore une fois, je vais faire start date. Ensuite, je vais utiliser une fonction d'agrégation, count. Je peux lui donner une valeur de colonne ou une étoile, peu importe. Pour mon cas, j'utilise un 1 car c'est généralement le moyen le plus rapide pour les bases de données. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est calculer pour chaque mois et chaque année combien d'employés ont commencé. From employee. Maintenant, ne pouvons pas laisser la requête comme ça. Nous devons ajouter group by. Comme ça, nous disons à la base de données, je vais obtenir un décompte, mais ensuite, je veux résumer cela. J'ai besoin d'agréger ces données. C'est pourquoi on appelle la fonction d'agrégation group by month and year start date. Ensuite, je ne veux pas simplement que cela soit renvoyé dans un ordre aléatoire. Je vais ajouter order by et je vais en fait ordonner par année, qui est la deuxième colonne, puis le mois qui est la première colonne. Plusieurs personnes ne connaissent pas cette astuce. Ce n'est pas quelque chose qui est enseigné souvent, mais c'est plutôt une astuce ou conseil pro pour vous. Exécutons donc cette requête maintenant. La requête retourne les résultats vitement. Vous pouvez voir que pour 2006, nous avions un employé avec une date de début donnée. Nous n'avions plus jusqu'à le mois 8 et encore une fois, nous n'avions encore plus jusqu'au mois 6 2007. Vous pouvez voir que c'est en train de grandir. Et puis nous avons 62 employés en juillet 2008. Puis nous avions eu 61. Donc cette requête peut servir à nous montrer la tendance de recrutement dans notre entreprise. Nous n'avons pas pris en considération la date dans laquelle il quitte l'entreprise ou quoi que ce soit de genre, mais cette requête seule peut être intéressante et une information que le service ressources humaines peut vouloir savoir. Bon, revenons maintenant à notre question initiale, à savoir combien d'employés étaient actifs un jour donné. C'est une question qui revient assez souvent, surtout si vous êtes dans une entreprise publique ou si vous faites des rapports à des agences externes. Même si vous faites des rapports à des organismes de conformité au travail au sein de votre gouvernement local, enfin, quel que soit le... D'accord. Alors ici, je vais juste effacer toute cette requête et je vais dire select start qui en fait dit donne-moi tout. Ensuite, je vais dire la table employée que nous examinons. Ensuite, je vais dire where start date est inférieur ou égal à ma date donnée. Alors, essayons avec le 1er juillet 2008. Rappelez-vous, on a année, mois. Je vais continuer avec and date est supérieur ou égal la même date. Et nous allons ajouter une autre condition. Donc, j'ajoute or and date is new. Remarquez le code couleur sur l'écran car il reconnaît les mots-clés et les opérateurs.
Cette requête nous donnera essentiellement tous les employés et tous les enregistrements qui correspondent à ces critères. Tous les enregistrements qui existaient ce jour-là. Lançons cette requête. Cela peut prendre quelques temps, ça peut aussi être extrêmement rapide. Et cette requête vous montre tous les employés sélectionnés par cette requête. Alors, allons-y et jetons un coup d'œil ici. Voyons en termes de date de quoi nous parlons et assurons qu'ils s'alignent. Bon, nous avons donc 2008, 7, 1. Alors trions-les par un simple clic ici et indiquer un tri par ordre croissant. Alors je peux voir 2006, 2006, 2007 et si vous remarquez dans l'exemple parfait ici, on a 2007, 7, 5. Cela répond parfaitement au premier critère, inférieur ou égal à 1er juillet 2008, mais la date de fin était supérieure à ce jour-là. Cet enregistrement était donc actif ce jour-là. C'est donc exactement pourquoi ces deux colonnes existent et pourquoi vous structurez des données comme celle-ci. Vous pouvez également aller voir statut. Ici, le statut c'est current, alors que pour cet enregistrement, le statut est nul. Ce n'est pas le record actuel de cet employé, mais il était actif à ce jour-là. Ensuite, vous pouvez descendre et vous pouvez simplement vous assurer que tout va bien et que tout ce qui concerne la date de fin s'aligne correctement. Donc voilà. Maintenant, la question était de savoir combien d'employés. Actuellement, nous pouvons simplement faire rapport dans l'information donnée ici. Nous avions 21 personnes sur la base de résultats de notre requête ici. Mais, si nous voulions envoyer ce nombre, disons que nous allons l'utiliser dans un tableau de bord ou une sorte d'outil analytique, nous pourrions simplement changer cela pour count 1, comme nous l'avons auparavant, et réexécuter la requête. Et voilà. Très bien. J'espère que ce n'était pas trop rapide et comment nous y sommes arrivés. Vous pouvez revenir en arrière et revoir cela et suivre en quelque sorte sans avoir à le coder, puis le faire avec le code, puis réessayer de le trouver par vous-même ou de proposer votre propre analyse. Peut-être essayer avec un jour différent ou quelque chose comme la même question, mais des personnes dans un poste spécifique. Trouvez d'autres façons de répondre à ces questions et essayez de visualiser ce qu'un service ou un département qui examine ces données peut vouloir savoir. Cela fait partie de la valeur que vous apportez à l'analyse. C'est d'essayer de penser quelques étapes à l'avance, puis obtenir ces réponses avant que les gens ne les demandent. De cette façon, vous pouvez en quelque sorte avoir cette nature intuitive qui les amène à un point de décision, qui est encore une fois le but ultime ici. Maintenant, plongeons et examinons une question un peu plus complexe qui peut également vous être posée. Donc, dans ce scénario, nous allons avoir besoin de deux tables différentes. Tout d'abord, nous avons notre table employée avec la date du début et de fin, start date and end date, dont nous venons de voir comment les utiliser. Mais pour savoir combien était actif un jour donné, nous avons besoin d'un point de départ, une liste de jours à vérifier. Maintenant, il pourrait y avoir des moyens avancés très compliqués d'extraire ces données de la table des employés elle-même. Cependant, souvent, lorsque nous travaillons avec l'entrepôt de données, nous avons une dimension de date qui contient simplement une liste de dates. Cette table est également inclue dans les fichiers d'exercice et nous y reviendrons sur DataWord dans une seconde. Donc, l'idée de base est que nous allons commencer à partir de notre table de dates. Ensuite, nous irons à la table des employés et verrons s'il y avait des employés ou combien d'employés étaient actifs ce jour-là. Nous allons le faire pour chaque date de notre table de dates, puis les résumer à la fin pour obtenir notre tendance. Revenons à notre base de données. Vous pouvez voir que j'ai la table Dates que j'ai importée à partir d'un fichier CSV.
Sur cette table, nous avons une clé Date Key, une clé alternative Full Date Alternative Key. Ce sont tous les deux types de données de date. Et nous avons d'autres attributs différents comme le nom en anglais, English Name, le nom en espagnol, Spanish Name, le nom en français, French Name, etc. Le jour du mois, Day of Month, le nombre d'années du jour, Day Number of Year, etc. Donc, toutes ces sortes de façons simples de quantifier une date et de regrouper les dates. Ainsi, vous pouvez avoir des éléments personnalisés pour votre entreprise comme est-ce qu'un jour est férié? Des trucs comme ça qui vont rendre l'interrogation de votre entrepôt de données encore plus facile. C'est très commun. En effet, cet ensemble de données ici, vous pouvez l'utiliser vous-même. Très bien. Revenons à notre fenêtre de requête vide. Donc, au début, je veux juste voir ce qu'il y a dedans dans mon tableau de date. Je ferai donc un Select Star pour le tableau date et appuyer sur Exécuter. Et voilà, vous avez mes données présentées. Une chose que j'aime faire, c'est juste vérifier le min et le max des dates ici. De cette façon, je connaîtrai le type de domaine avec lequel je travaille, comme nous l'avons fait auparavant, avec la table employée. Et vous pouvez voir que nous avons des dates de 2005 à 2014. Donc, à peu près 10 ans. Et ce que nous voulons faire, c'est les utiliser pour faire une jointure entre la table employée et cette table date et retirer quelques détails. Bon, donc pour commencer, ce que nous allons faire, c'est que nous allons sélectionner la colonne Date Key. Alors rappelez-vous que ce n'est que la date essentiellement. Ensuite, nous voulons extraire la date de début, Start Date, de la table Employee et la date de fin, End Date, de la table Employee. Et je vais ajouter le count. Cela me donnera essentiellement, pour chaque jour, combien d'employés étaient actifs ce jour-là. Et juste pour m'assurer que tout est valide, je vais ramener les dates réellement auxquelles je compare. Maintenant, pour réussir cela, je vais trier la date des employés. Et dans cette plateforme, je vais faire quelque chose appelé une jointure croisée. La raison pour laquelle je fais cela, c'est parce que cette plateforme ne prend pas en charge ce qu'on appelle les jointures non égales. Une jointure non égale est essentiellement lorsque vous dites que je veux joindre les deux tables différentes sur une condition qui n'est pas A égale à B. C'est A inférieur ou supérieur à B, ou bien B inférieur ou supérieur à A, ou bien A est entre B et une autre variante. La condition de jointure pour réunir ces tables n'est pas simplement celle-ci est égale à quelque chose dans celle-ci. Donc cette plateforme ici ne prend pas en charge ces types de jointure. Mais de nombreuses autres plateformes de base de données le font. Donc la raison pour laquelle nous procédons de cette façon est spécifique à la plateforme. Mais je pense que si vous comprenez ce concept, vous serez bien servi sur de nombreuses autres plateformes tout au long de votre carrière dans les données. Ainsi, on ajoute From Employees Cross-Showing Dates. Alors, nous avons besoin d'une condition Where qui est la filtre. Disons donc Where Date Key. N'oubliez pas qu'il s'agit de la source de nos données et se situe entre
la date de début et la date de fin. Ensuite, nous ajoutons un group by pour faire une agrégation pour nos valeurs qui ne sont pas une fonction d'agrégat, c'est-à-dire dateKey, startDate et endDate. Et puis, nous allons trier par dateKey. Et nous allons exécuter ce query. Vous pouvez voir un bon ensemble de données ici. On a 4702 résultats. Si vous vous souvenez, nous avons que 296 enregistrements dans notre table employée, mais nous avons 10 ans de date. Ainsi, pour chaque date, nous obtenons un résultat immédiatement de ce qui s'y passait. Nous avons une date de début et une date de fin. Combien y avait-il d'employés là-bas? Et lorsque vous faites défiler vers le bas, vous pouvez tous les voir répertoriés. Vous pouvez voir que la requête ne récupère que les données où la date de fin existe réellement. Et si vous vous souvenez, beaucoup d'entre eux étaient vides ou nuls, parce que l'employé était toujours actif. N'oubliez pas qu'une date de fin n'est renseignée que lorsqu'un changement se produit, soit un changement de poste ou un employé qui se sépare de l'entreprise. Modifions donc un peu cette requête et incluons des éléments pour spécifier que la date de fin endDate peut être nulle. Donc, nous allons devoir nous débarrasser de cette clause between et dire where dateKey est supérieur ou égal à startDate. Cela signifie que la startDate est antérieure à la dateKey que nous cherchons. Et j'ai une deuxième condition ici. On commence par une parenthèse, car il y a plusieurs conditions qui doivent être remplies. On spécifie que la dateKey est inférieure ou égale à la endDate. Et encore une fois, je ferai en sorte que endDate est nul. Ok, récapitulons ce que je veux dire ici. C'est le même jeu de données, mais uniquement lorsque startDate est supérieur ou égal à la date que nous vérifions, mais uniquement lorsque startDate est supérieur ou égal à la date que nous vérifions et endDate est inférieur à la date donnée ou est égal à nul. La raison pour laquelle nous avons dû mettre cela en parenthèse, parce que l'une ou l'autre de ces conditions est vraie. Donc, vous devez les séparer en quelque sorte de cette façon. Si vous venez d'avoir un OR ici, sans mettre les parenthèses, le résultat sera retourné lorsque l'une ou l'autre était vraie ou celui-ci est vrai. Donc, nous devons regrouper ces conditions. Bon, maintenant, exécutons ceci une fois de plus et voyons ce que nous obtenons. Bon, maintenant une fois, exécutez ceci. Bon, maintenant, exécutons ceci une fois de plus et voyons ce que nous obtenons. D'accord. Nous voyons maintenant que nous avons plus de 10 000 résultats. C'est beaucoup de données. Et c'est parce que cela revient à chaque date qui existe ici. À chaque fois que nous avons un enregistrement qui correspond à cette condition, c'est donc pas mal de données. Alors on se rapproche, pas vrai? Mais nous n'avons pas encore la requête que nous recherchions, parce que nous cherchons une tendance par mois. Donc, une approche que vous pourriez faire tout d'abord, débarrassons-nous de cette startDate et endDate, car nous savons que notre condition join fonctionne maintenant. Nous pourrions simplement faire un dateTrunc qui trunque cette valeur de date à un niveau spécifique, disons mois, en lui donnant un nom, mt, nous l'appellerons et exécuterons à nouveau la même requête. Donc, de cette façon, il va prendre les données en bas et les regrouper et les agréger jusqu'à ce que ce niveau. Cela semble logique, n'est-ce pas?
Une chose à régler, nous venons de copier cela. Ainsi, vous pouvez également y mettre votre fonction. Idem pour la commande order by, puis appuyez sur exécuter la requête. Et voilà, vous avez donc maintenant pour ce mois tous les enregistrements résumés qui répondent à nos critères. Maintenant, la chose qui cloche, c'est que lorsqu'on descend vers le bas, vous pouvez voir que vous savez, si nous devions utiliser cela, nous disons à celui qui obtient ces résultats, les services de RH par exemple, disons que nous avons 9000 employés. Et la raison en est ce qui se passe. Et pour chaque ligne que nous capturons ici en utilisant notre DateKey. Donc, dans un mois, disons 30 jours, juste en moyenne, nous allons additionner à chaque fois que cela correspondant. Donc, si nous avons 300 employés multipliés par 30 jours, nous obtiendrons environ 9000 résultats pour nos comptes. Ce n'est pas donc correct. D'accord? Et je voulais montrer ça, car vous pensez peut-être que, cool, boum, j'ai ma réponse, je viens de la tronquer. Dans certaines plateformes analytiques, ils seraient capables de gérer cela, mais celle-ci, avec cette requête SQL, pas du tout en fait. Donc, ce que nous devons faire maintenant, c'est que nous n'avons besoin d'obtenir que les derniers jours de mois, puis vérifier combien était actif ce jour-là. C'est la façon la plus courante dont les départements RH envisagent cela. Et souvent, lorsqu'ils rapportent ces chiffres publiquement, ils ne regardent essentiellement qu'un seul instant, et cela remonte au présent du nombre de personnes actives un jour donné. D'accord, nous avons traversé tout cela, nous avons traversé tout ce gâchis, et nous revenons maintenant à la requête d'origine que nous examinons. Je vais effacer celui-ci et en coller une nouvelle requête ici, que je vais expliquer par la suite. La requête permet d'obtenir le dernier jour du mois. Je vais l'expliquer brièvement, puis je vous laisse aller de l'avant et revenir en arrière et la saisir vous-même. Mais essentiellement, ce que nous faisons, c'est que nous prenons notre DateKey, puis nous utilisons cette première partie de la requête pour tronquer cela au mois, tout comme vous l'avez vu ici. Même si ce jour peut être le 5 avril, il ne renvoie que la valeur du mois, c'est-à-dire le 1er avril, quel que soit le jour. Ensuite, on recommence et cette fois, nous obtenons donc le mois suivant. Nous avons donc essentiellement fait une fonction dateAdd en plus de celle-ci pour montrer le mois suivant. Et puis, nous le faisons une fois de plus, cette fois en soustrayant un jour, parce que si nous le tronquons d'un mois et nous ajoutons un mois, nous aurons toujours le premier jour du mois suivant. Puis, nous soustrayons un jour, puis nous obtenons le dernier jour du mois en cours. Parce que c'est ça qu'on doit faire pour lancer notre analyse. Donc, nous appelons cela End of the Month. Maintenant, dans d'autres plateformes de données, cette fonction existe simplement et elle s'appelle EOMonth. Vous lui donnez une valeur de date et il le cache pour vous. Donc, si j'exécute cette requête, cela devrait être assez rapide. Vous pouvez simplement vérifier les résultats ici. Ainsi, on a pour DateKey le 2 janvier, le mois est le mois de janvier, le mois prochain est février, et puis la fin du mois en cours est le 31 janvier. Cette requête aide également avec les années bissextiles ou quand le mois est janvier et lorsque vous revenez en arrière, c'est l'année précédente. C'est donc juste un moyen simple de calculer la fin du mois. Vous pouvez enregistrer cette requête et l'utiliser quand vous l'avez besoin. D'accord. Donc, ce que nous allons faire à partir de là, c'est en quelque sorte prendre cette requête qui me donne juste le dernier jour du mois. Et pour ce faire, nous allons utiliser une clause appelée distinct. Distinct dit en gros, si vous aviez essentiellement comme ces deux valeurs ici, 2005 1 31, 2005 1 31,
où ils sont identiques, il va se retourner vers les valeurs uniques seulement. Et donc, si je n'ai que la fin du mois et des dates, je peux me débarrasser de cette clause limite qui filtre seulement le nombre de lignes renvoyées. Exécutons cette requête. Et maintenant, j'ai une liste distincte de fin de mois dans mon jeu de données. Je peux les trier, mais j'y travaillerai plus tard. Laissez-moi remonter ça. Alors, maintenant j'ai essentiellement mon point de départ, la fin du mois, que je veux vérifier par rapport à l'ensemble de données employées pour voir qui est là. D'accord. Donc pour faire référence à cela, il existe nombreuses façons de le faire. Je vais en présenter une ici, appelée with. Donc, with est une manière différente d'exécuter une sous-requête. Donc, nous créons en quelque sorte une table virtuelle et nous lui donnerons un nom DL pour date list ou bien liste des dates en français. Nous dirons en tant que parenthèse ouvrante et fermante et nous tabulons cela. Puis, nous exécutons une requête sur celle-ci en utilisant select. Maintenant, nous allons faire del end of month comme ça et count. Donc comme ça. Donc comme avant où nous agrégions au niveau du mois. Nous le remplaçons par la fin du mois ici et nous faisons essentiellement la même chose. Donc nous extrayons simplement les données que nous avons obtenues de notre sous-requête. Ici, qui va nous aider à avoir uniquement l'ensemble de données qui nous intéressent. Ensuite, nous revenons au type de logique simple que nous avions auparavant avec employé cross-join. Maintenant, nous devons utiliser ce DL. Encore une fois, il doit donc correspondre exactement. Et c'est ce que cette plateforme veut que nous faisons en tant que DL. Donc, de cette façon, nous le référencerons. Nous pouvons simplement le faire sans avoir à taper ces touches supplémentaires à chaque fois. On ajoute ensuite where DL.end of month est supérieur ou égal employees start date and entre parenthèses DL.end of month est inférieur ou égal employees.end date or employees.end date est nul. Ensuite, nous ajoutons group by la fin du mois et order by la fin du mois. Bon, nous avons essentiellement ici une sous-requête que nous allons utiliser pour obtenir la fin du mois à partir d'une table de dates. Ensuite, nous utilisons dans notre requête avec une cross-join, ce qui nous donne la possibilité de faire des conditions de jointure plus complexes sur cette plateforme ici. Encore une fois, d'autres prendront en charge nativement ce genre de choses. Et puis, nous regroupons les résultats en utilisant order by et comptons la somme avec count. Alors maintenant, si nous exécutons cette requête, rappelez-vous qu'avant,
Nous étions plus de 9000 car nous comptons essentiellement 300 chaque jour, pendant 30 jours par mois. Et si vous faites défiler vers le bas ces nombres, vous remarquez une sorte de simple incrément et arrive à un bon point ici, où ces 990 serait le nombre le plus récent avec les employés actifs là-bas. Donc, je sais que c'était beaucoup. Si vous êtes nouveau sur SQL, cela aurait pu être un peu une plongée en profondeur. Il s'agit en grande partie de vous mouiller les pieds et pratiquer des exemples réels ici. Et c'est un exemple très courant qui nécessitait, vous savez, une sorte de niveau avancé de SQL. J'espère que cela vous a aidé. Passons maintenant à la manière de présenter ces informations d'une manière qui serait utile à vos utilisateurs. Très bien. Nous sommes arrivés à la dernière étape. Je vous rappelle que l'idée derrière tout ce cours ici est de vous donner des exemples que vous pouvez démontrer lors d'un entretien ou à l'un de vos pairs si vous cherchez peut-être à obtenir une promotion, quel que soit le cas. Et bien sûr, ce faisant, il est vraiment important de se concentrer sur quelques éléments lors de cette présentation. Je pense que ces deux choses sont premièrement l'audience ou le public. Bien sûr, il est vraiment important de comprendre d'où il vient, le message que vous essayez de faire passer et comment vous amener du point A au point B. Et puis, la deuxième partie, ce sont les graphes ou bien les visuels. Ceux-ci, bien sûr, sont simplement essentiels pour démontrer réellement votre travail. Donc, juste pour récapituler ce que l'audience est. Nous nous concentrons sur ce qu'il y a dedans pour eux. Pourquoi soucient-ils de ce que vous leur montrez? Peut-être qu'ils le demandent. C'est une très bonne raison, mais vous pouvez essayer cela sur un tiers. Vous pouvez le faire avec vos collègues ou votre famille, surtout s'ils ne sont pas dans le même secteur et n'ont absolument aucun contexte. Ils auront généralement des commentaires très utiles. Ces commentaires vont se traduire par une simplification et une concentration sur le message en le rendant encore plus efficace. En ce qui concerne les visuels, concentrez-vous sur les démonstrations en direct. Je pense qu'il est vraiment important de montrer au public comment vous êtes arrivé à cette conclusion, de montrer votre travail dans le contexte mathématique, et c'est aussi bien parce que souvent, vous donnez cette démo à des gens d'affaires qui ne voient pas réellement le code que vous écrivez. Donc, vous leur donnez en quelque sorte un aperçu derrière les rideaux. Bien sûr, l'utilisation des couleurs est essentiellement son utilisation avec parcimonie pour attirer l'attention des gens. Et quand utiliser des diapositives par rapport au code? Je pense que les diapositives sont utiles lorsque vous expliquez un diagramme ou un concept et que le code est utile lorsque vous souhaitez réellement montrer ce que vous avez fait pour eux dans cette démo en direct. Alors, faisons-le maintenant. Donc, si je démontrais cela à quelqu'un à propos d'une de ces questions, j'ouvrirai d'abord l'interface. J'ouvrirai d'abord l'interface pour lui donner quelques secondes pour s'orienter et commencer les explications. Par exemple, je peux dire « Nous allons notre ensemble de données employées avec lequel nous travaillons ici. Nous avons une question précise que nous posons et quand nous regardons simplement les données, nous voyons que nous avons toutes les personnes présentes. Nous avons toutes ces informations à leur sujet, y compris start date et end date. Ce sont les champs clés que nous avons utilisés dans notre requête. Et donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons pris cela et nous avons exécuté ce qu'on appelle une requête SQL ici, à la recherche des personnes qui étaient actives un jour très spécifique. Ainsi, la date de début est inférieure ou égale à cela, ce qui signifie que cela s'est produit avant, et la date de fin est inférieure ou égale à un jour plus tard. Ou cette date de fin est nulle, ce que signifie simplement qu'elle n'existe pas.
et cela indiquerait qu'ils sont toujours un employé actuel. Voici donc la requête que nous avons exécutée. Allons-y et exécutons-le juste pour en avoir une idée. Et vous pouvez voir, nous avons 21 résultats avec toutes les données ici. Voilà donc, c'est juste une façon vraiment basique de donner aux gens un aperçu des coulisses, d'expliquer ce qu'ils regardent, parce que pour beaucoup de gens, ce serait incroyablement étranger. Puis, de le faire fonctionner et de montrer les résultats d'une manière visuelle. Ce n'était pas vraiment, vous savez, coloré ou quelque chose comme ça, éclairant l'écran, mais c'était un démo qui montrait du mouvement et de l'action. Et ce petit peu-là va vraiment faire passer le message. Ça montre comment vous avez livré ce qu'ils ont demandé et vous avez réellement pu montrer votre travail, ce qui renforce la confiance en ce que vous faites. Notre vidéo se termine ici. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser des likes et des commentaires et aussi souscrire sur ma chaîne pour recevoir des notifications sur mes prochaines vidéos. Je vous laisse avec une suggestion d'autres vidéos et à très bientôt.